Les îles allemandes de la mer des Wadden, les Halligen, sont submergées plusieurs fois par an, lors de tempêtes conjuguées à de fortes marées. Face à la hausse du niveau de la mer, elles risquent de disparaître purement et simplement. Il n'est pas trop tard pour préserver ces îles. Mais si on continue de tergiverser et de ne pas agir pendant les décennies qui viennent, si on se contente de beaux discours théoriques, le temps va jouer contre nous. Nommen Kruse habite sur l'île de Nordstrand-Dijmor, située dans le parc national de la mer des Wadden, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour contrer la montée des eaux, il faut laisser se développer les petites îles sédimentaires. Mais comment ? Nommen Kruse est agriculteur et l'un des 20 habitants de cette île située au large de la côte du Schleswig-Holstein, en mer du Nord. Père de 4 enfants, il travaille également comme hydraulicien pour l'Office régional de la protection côtière. Sa mission est de protéger l'île des inondations. C'est important pour moi de préserver cet environnement. Et on est en train de poser les jalons d'un avenir durable. Du moins, j'ai tout fait pour nous en donner les moyens. L'été, avec ses collègues, il répare les fascines, des barrages à base de végétaux. D'énormes fagots de bois sont entreposés sur un bateau. Notre petite troupe a plusieurs kilomètres de fascines à entretenir d'un bout à l'autre de l'île. Seulement voilà, une fois qu'on a fini à une extrémité, il faut tout recommencer de l'autre, tellement il y en a. Je démarre le moteur et on y va ? Avec son frère Eric, ils font ce travail depuis l'enfance et sont à pied d'œuvre tous les jours. Les fascines agissent comme des brise-lames qui protègent l'île lors des submersions marines. Avant de pouvoir réparer celles qui en ont besoin, Nommen et les autres doivent attendre marée basse. On compte 10 Halligen en mer du Nord, le long des côtes du Schleswig-Holstein. 6 sont habités toute l'année et leur population totale s'élève à environ 300 personnes. Nordstrand-Dijmor est occupé par 3 familles réparties sur 4 monticules artificiels. Il y a un café-restaurant et une école avec 6 élèves. L'île est reliée au continent par une digue sur laquelle circule un chemin de fer à voies étroites. Le terme Landunter désigne le phénomène de submersion des îles par la marée, qui dure en général environ 14 heures. Seules les maisons sur les hauteurs restent au sec. Les fascines ralentissent l'érosion en retenant le sable et le limon qui s'accumulent sur le sol. Nommen et ses collègues les rechargent avec de nouveaux branchages. Plus que 2. Il y en a encore un, non? C'est le dernier. C'est un chantier qui ne peut avancer que dans certaines conditions de niveau d'eau. C'est donc logique que ce soit nous qui vivons ici, qui fassions les travaux en fonction de la météo. On habite là-bas. On travaille sur le pas de notre porte. Il n'y a pas de métier plus satisfaisant que celui qui permet de protéger sa propre maison. Mais à long terme, les fascines ne suffiront plus à contenir les assauts de la mer. Ici, on voit déjà l'érosion du sol.
C'est dû au fait que le volume d'eau qui entre et sort de la mer des Wadden à chaque marée est plus élevé et entraîne davantage de matériaux en raison d'une dynamique plus forte. Normalement, en été, tout devrait être recouvert d'une fine couche de limon. Mais l'élévation du niveau de la mer du Nord accroît l'érosion du littoral. Et je constate que ça s'est aggravé ces 15 dernières années. C'est très perceptible partout. Conséquence, la mer se rapproche dangereusement. La colline sur laquelle habitent Nomen et sa famille a été surélevée de 2,5 mètres il y a 4 ans, aux frais de la région. La vieille maison a été démolie et Nomen a payé la construction de la neuve. Mais le remblayage ne suffira pas à garantir la survie des îles. Les prés salés qui les entourent doivent s'agrandir au même rythme. Matthias Daike, géologue à l'université de Göttingen, observe depuis 18 ans le processus d'extension des prés salés sur Nordstrandischmoor. Il y a installé 5 stations de mesure et les données collectées ne sont pas rassurantes. Au centre de l'île, on a noté une croissance de 1 ou 2 mm, ce qui ne concorde pas avec la hausse du niveau de la mer, qui est, elle, de 4 mm. C'est un écart important qui se creuse de plus en plus. Ici, on est en train de mettre en place des mesures pour fixer davantage de sédiments à chaque submersion. Chaque submersion dépose des sédiments, c'est-à-dire du sable et du limon, dans les prés salés, ce qui favorise la croissance naturelle de l'île. Mais le niveau de la mer monte actuellement au moins 2 fois plus vite. Chaque millimètre compte. Salut! C'est une belle journée. Nomen et Matthias travaillent ensemble depuis 8 ans. Alarmé par les relevés du géologue, Nomen a une idée toute simple. Construire un tuyau de 30 mètres de long, de la côte jusqu'au pré salé. Ça me paraît pas mal. Il y a quelques balanes en dessous. Grâce à cette conduite, davantage de sédiments se déposeront lors des fortes marées. Et le rythme de croissance de l'île sera rééquilibré par rapport à la montée des eaux. Les 2 hommes vont inspecter l'autre extrémité de la conduite pour voir si les dépôts sont effectivement plus importants. Ici, il y a beaucoup de coquilles, surtout des coquilles d'huîtres qui sont très lourdes, ce qui montre la force du courant à l'intérieur de la conduite. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'érosion est faible. Bilan, ça marche. On a collecté et fourni des données. Et on sait que ça fonctionne. Mais si on veut obtenir encore de meilleurs résultats, il nous faut des autorisations, ce qui est hyper compliqué à avoir aujourd'hui. Les critères à remplir sont trop contraignants. La conduite existante a été financée par l'Office régional de la protection côtière. Mais il en faudrait plus d'une. L'île fait partie du parc national de la mer des Wadden du Schleswig-Holstein, et les projets de construction y sont très encadrés. La grande question, c'est est-ce que l'île a le temps? L'urgence, c'est de faire ce qu'il faut pour que l'île grandisse, car il ne servira à rien de surélever indéfiniment les monticules s'ils finissent par devenir des îles. L'île doit rester un lieu habitable digne de ce nom. À raison de 10 000 € pièce, les conduites reviendraient beaucoup moins cher que les travaux de surélévation. Les 2 hommes ont prévu de faire venir sur l'île les autorités compétentes pour les convaincre du bien fondé de leur projet.
Ruth Hartwig Kruse, la mère de Nommen, vit également sur Nordstrand-Dischmore. Elle est maire de la commune de Nordstrand, dont dépend l'île. Elle se consacre plus particulièrement à la protection des oiseaux. Tous les jours, elle les compte et prend des notes. Il doit y avoir environ 10 000 couples nicheurs. Ce n'est pas mal pour une superficie de 175 hectares. De nombreux oiseaux font aussi étape dans les prés autour de la voie ferrée. On peut observer jusqu'à 100 000 oiseaux par jour quand les bécassos variables sont arrivés. Ces chiffres me font chaud au cœur. Je suis contente aussi parce que cette année, on a eu un eider à duvet. Cette espèce n'a encore jamais niché sur l'île. On se réjouit de ces petites choses. C'est tellement passionnant. Avec la montée du niveau de la mer, les sites de reproduction risquent d'être engloutis. La flore des prés salés est elle aussi menacée. Par exemple, le limonium commun, une espèce protégée. Toutes ces plantes limitent l'érosion du sol après chaque submersion. L'été, lorsque la météo est relativement constante, la famille Kruse aime se retrouver autour d'un barbecue. Et vous deux, vous venez manger? Voilà Emma. Ruth habite juste à côté de son fils Nommen. Avec ses petits-enfants, elle parle le bas allemand, un dialecte de l'Allemagne du Nord qu'elle a à cœur de perpétuer. Rapproche le banc. Voilà. Salut Amy, tu as fini l'école? C'est ta salade préférée, je crois. La présence de notre famille sur l'île est attestée depuis 1717. Dans l'intervalle, nos ancêtres ont déménagé 2 fois avec armes et bagages. Avant, la colline était tout au bord, à l'endroit où l'île a rétréci à cause de l'érosion. Ça fait des siècles qu'on se bat pour protéger l'île de la mer. Aujourd'hui, Nommen lutte avec des moyens plus modernes, mais c'est un combat qui n'en finit jamais. À l'origine, on est des réfugiés. Quand l'île de Strand a été submergée, nos ancêtres se sont réfugiés sur un haut marais. C'est une histoire ancrée en chacun de nous. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est nous qui trouvons des solutions pour pouvoir rester durablement ici. Je ne sais pas ce qu'en pensent les enfants, mais moi, je nous verrais bien vivre ici encore quelques siècles. Plusieurs fois par semaine, Ruth quitte l'île pour exercer sa fonction de mère à titre bénévole. La vie sur l'île est rude. Elle est parfois fatigante aussi, mais surtout merveilleuse. Tout est un peu plus compliqué. À commencer par les déplacements. Je dis toujours que le chemin, c'est la destination. Ici, pour moi, c'est la liberté. Chacune des 3 familles de Nordstrand-Dischmore possède 2 ou 3 voies ferrées. Les chemins de fer à voie étroite ont été créés dans les années 30 pour transporter les matériaux de construction. Aujourd'hui, ils acheminent les habitants, les touristes et les denrées alimentaires. La longueur de la voie jusqu'au continent est de 4 petits kilomètres. Le but, c'est de passer le relais à la génération suivante pour qu'elle puisse aussi vivre ici en sécurité et en harmonie avec la nature. Je l'ai passé à mon fils et j'essaie en plus de lui apporter mon aide au niveau politique pour qu'il puisse à son tour transmettre le flambeau à ses enfants. « 20 minutes plus tard, Ruth arrive sur le continent, où sa voiture est garée. Elle parcourt encore quelques kilomètres jusqu'au prochain train qui la conduira sur l'île de Holland. Ruth a rendez-vous avec Heidi Petersen, la mère de Holland et de Langeness.
Bonjour Ruth, heureuse de te voir. Merci d'être venue me chercher. Depuis l'élection de Ruth, il y a 2 ans, les 2 femmes travaillent étroitement ensemble. Contrairement à Nordstrandischmoor, les maisons sur Åland sont toutes rassemblées sur une colline centrale. L'île possède son propre monument, le seul phare d'Allemagne avec un toit en chaume. Elle compte 20 habitants et une école, actuellement fermée, en raison d'un nombre insuffisant d'enfants. Heidi veut montrer à Ruth comment les habitants de Åland se défendent contre la montée des eaux. Eux aussi expérimentent des solutions. Frank Kuhn, un agent de la protection côtière, déplace les fascines plus à l'intérieur des terres, derrière la digue. On a construit une fascine avec des branchages pour protéger la digue qui n'arrête pas de se dégrader. C'est votre digue d'été? Oui, on l'a surélevée, mais ça ne tient pas. Les vagues déferlent sans arrêt. On va voir si la fascine est efficace. Il faut trouver une solution globale pour que les îles puissent rester habitables. Ça passera par une adaptation au changement climatique. Et on a aussi besoin de jeunes. Quand on sera tous vieux, il n'y aura plus personne pour rentrer les animaux lors des submersions ou pour travailler ici. Alors on a besoin d'une relève. Heidi veut rendre la vie sur les îles plus attrayante pour inciter les jeunes du continent à venir s'installer sur Åland et Langenäs. Pour l'instant, il n'y a même pas d'épicerie, mais cela devrait bientôt changer. Heidi est aux commandes d'un projet de construction à Langenäs. La colline de Treuberg a été surélevée avec 100 000 mètres cubes de sable et d'argile pour accueillir une supérette, un centre de soins médicaux et plusieurs logements. Ici, on voit à quoi ça ressemblait avant. Oui, c'est incroyable. On a entièrement déblayé l'ancien tertre. On a prévu d'y construire des logements pour accueillir des touristes ou des jeunes familles. Il faut faire en sorte que si les gens décident d'emménager ici, ils aient tout ce qu'il faut sur place. L'épicerie sera là. Le Land du Schleswig-Holstein a investi 9 millions d'euros dans ce projet. On est de plus en plus souvent en butte à l'hostilité de nos concitoyens. Ils nous disent « Vous et vos îles, déménagez, on fera des économies. » Mais dites-vous que si les îles disparaissent, il faudra financer une protection côtière sur le continent et ça coûtera beaucoup plus cher. Il n'y a que 10 Halligen dans le monde. Ces îles sont uniques. On pourrait aller ailleurs, oui, mais on choisit de vivre ici pour protéger la nature. Et évidemment, ça a un coût. Les îles constituent un patrimoine naturel et culturel qu'il faut sauvegarder. Car en cas de tempête, elles jouent le rôle de bouclier naturel pour le continent. Quelques kilomètres plus loin, Nommen conduit une visiteuse sur Nordstrandischmoor. Chef du projet EcoAL, soutenu par l'Office régional de la protection côtière, Louisa Riet rend des avis sur les mesures à financer. Nommen et Mathias veulent lui démontrer l'intérêt du tuyau. Ce n'est pas très spectaculaire. On l'a ouvert cet hiver. L'été, l'avantage, c'est que c'est plus maniable. L'été, la conduite est fermée pour éviter que les nids d'oiseaux ne soient inondés. Elle sera rouverte à l'automne, une fois les migrateurs repartis. Cette méthode fonctionne aussi sans qu'il y ait submersion. Il suffit d'un niveau d'eau plus élevé et d'un peu de houle pour soulever le sédiment qui recouvre le fond. Un niveau légèrement plus haut suffit à pousser l'eau riche en sédiments dans le tuyau ascendant. Oui, c'est sûr. On a aussi vu que le courant avait apporté des coquillages. Exactement.
Ce sont des projets pilotes extrêmement intéressants, avec des résultats très prometteurs, qu'il vaut la peine de développer à plus grande échelle et de généraliser à l'ensemble de l'île. Le concours des locaux est très précieux. Ils ont la connaissance du terrain. Mathias et Nomen sont soulagés d'avoir obtenu l'aval de Louisa, d'autant que leur idée pourrait s'appliquer ailleurs. Je pense que d'autres régions côtières dans le monde sont impactées. Les plaines littorales, mais aussi toutes les îles du Pacifique Sud qui grandissent selon le même principe d'accumulation des sédiments. Les habitants de ces îles pourraient adopter notre modèle. Mathias a préparé une autre expérience pour démontrer à Louisa l'efficacité du procédé. Il enfouit une bouteille près de la sortie du tuyau. Lors de la prochaine marée, le sédiment va se déposer dans la bouteille et y rester. Et à la fin de l'hiver, ou après une inondation de marée, on filtrera le contenu et on pèsera la charge en sédiment. Les deux hommes enterrent une deuxième bouteille un peu plus loin et font l'hypothèse qu'elle contiendra moins de sédiments. Rendez-vous est pris pour la fin de l'hiver. Huit mois plus tard, l'hiver touche à sa fin. L'année a été calme. L'île n'a été submergée que 2 ou 3 fois. Une tempête est annoncée cette nuit, mais on ignore si elle provoquera une inondation. Par précaution, Nomen transporte tout en hauteur, y compris le tracteur. Quand on a un niveau d'eau limite, avec un risque de submersion, ce n'est pas inutile. Je préfère tout mettre à l'abri là-haut, rentrer les moutons, etc. Parfois, le risque de submersion se joue à 20 cm près, et c'est la direction du vent qui va décider. Il vaut toujours mieux être trop prudent que pas assez. La mère de Nomen se prépare elle aussi à toutes les éventualités avec ses petits-enfants. On les ferme bien? Tu replies celui-là? On ferme les volets pour éviter que le vent brise les vitres, si jamais il est très violent, genre ouragan. Et accessoirement pour nous protéger de l'eau et du vent. Le pire, ça a été le 3 janvier 1976. Il y a eu une grosse tempête. La colline n'existait pas encore. L'eau a déferlé par la porte d'entrée. Maintenant, on a une porte étanche. L'eau a tout défoncé et traversé la maison. On n'emmenait pas large. Nomen et sa fille Amy partent rassembler les moutons. Tous les matins, quand je me lève, j'écoute les prévisions de vent et de niveau d'eau, et j'agis en conséquence. Quand le niveau d'eau monte, même légèrement, on ramène les moutons par précaution. Il est malheureusement arrivé plusieurs fois que l'eau monte plus que prévu et qu'on ne puisse plus les rentrer. Donc on préfère assurer le coup. Nomen possède 40% de l'île. Le reste appartient aux autres habitants. Sa mission consiste à protéger ses bêtes et les terres des inondations et de pratiquer une agriculture durable. Pour cela, le land lui verse des primes. Ces 180 moutons jouent aussi un rôle dans la protection côtière. En piétinant le sol, ils favorisent la fixation des sédiments. Sur la colline, ils sont dans un enclos à l'extérieur.
Ils ne sont rentrés dans la bergerie qu'en cas d'urgence. Il n'y a plus qu'à attendre l'éventuelle tempête. Dernier coup d'œil aux prévisions météo, toujours incertaines. Ruth a sorti de vieilles photos et raconte à ses petits-enfants les tempêtes qu'ont vécues leurs aïeux, il y a presque 50 ans. Ce sont des photos de 1976, prises après la tempête. Tout a été détruit. La clôture a été arrachée, l'allée a disparu. Ensuite, il a fallu évacuer toute l'eau, tout sortir de la maison et tout rincer, y compris les paillassons. Il y avait des coquillages et des escargots partout. Vous savez ce qu'a dit votre arrière-grand-père? Ce n'est pas si grave. Le principal, c'est qu'on ait l'eau et l'électricité. La conduite d'eau douce n'a été construite qu'en 1975. Aujourd'hui, la vie sur l'île est plus facile. Ruth est très active sur son canal de diffusion Instagram et publie régulièrement des vidéos sur Nordstrandismore. Tu as vu? C'était une sacrée tempête. Et toute cette pluie, c'était horrible. Les enfants n'ont pas pu défiler pour la Saint-Sylvestre. Tout a été annulé. Lors d'un Landunter, toute l'île, à l'exception de la colline, est sous l'eau. Les Crusoe ne peuvent plus sortir de chez eux et les enfants font l'école en ligne. Tant que les monticules sont assez hauts, les maisons sont rarement endommagées. Il arrive que les habitants restent coincés chez eux à cause d'une succession de tempêtes. Pour les Crusoe, les submersions font partie du quotidien. Si on craint les submersions et les inondations, il ne faut pas habiter ici. On peut éprouver du respect, mais pas de la peur. La peur est mauvaise conseillère. On ne peut pas se permettre d'avoir peur 40 fois par an. « 6h30 le lendemain. Le vent a tourné durant la nuit. Les inondations ont été minimes. Cet après-midi, Nomen a rendez-vous avec Mathias et Louisa pour déterrer les bouteilles enfouies 8 mois plus tôt. L'expérience sera-t-elle concluante ? Je vais d'abord créer un vide d'air pour pouvoir récupérer la bouteille et son contenu. Voilà. Ça fait l'épaisseur d'un doigt. C'est la quantité habituelle qui se dépose chaque hiver. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais une fois sec, ça réduit. À vue de nez, je dirais qu'il y a 1 ou 2 mm, pas plus. Et maintenant, la deuxième bouteille. J'ai hâte de voir le petit cadeau que nous a laissé l'hiver. Ah oui, il y a une différence. C'est flagrant. Il doit y avoir 5 cm dans la bouteille. Une fois sec, ce sera beaucoup moins. Mais ça devrait donner environ 1 cm de sédiments séchés. C'est un bon résultat. La différence est indéniable. On dispose de données qui vont nous servir de base pour travailler et mettre en œuvre ces mesures à grande échelle. C'est important de tester cette méthode pour trouver des solutions qui permettront à toutes les Halligen de continuer à s'étendre. Nomen espère qu'ils obtiendront bientôt le feu vert pour construire d'autres tuyaux.
Il n'est pas trop tard pour préserver ces îles. Mais si on continue de tergiverser et de ne pas agir pendant les décennies qui viennent, si on se contente de beaux discours théoriques, le temps va jouer contre nous. On vient donc de franchir une étape importante avec cette expérimentation. Nomon ne quitterait son île pour rien au monde. Reste à savoir si sa famille y a un avenir. Les prochaines années le diront.